Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la conférence de Munich. Les principales puissances participant à cette réunion sur la sécurité en Allemagne se sont mises d'accord pour un arrêt des hostilités en Syrie. Elles sont aussi convenues à l'unanimité d'étendre la livraison de l'aide humanitaire. Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré ce vendredi que l'objectif de mettre en œuvre un cessez-le-feu en Syrie était à la portée des négociateurs. Il a ajouté que le cessez-le-feu ne s'appliquerait pas au groupe État islamique ni au groupe extrémiste du Front al-Nusra. Il est convenu que les pourparlers de paix en Syrie reprendraient à Genève dès que possible. La réunion de Munich a débuté hier, jeudi. Les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de Russie, de Chine et d'une dizaine d'autres pays y participent. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré son homologue sud-coréen Yong Byung-se en marge de la réunion de soutien international à la Syrie. Monsieur Wang a déclaré que la Chine et la Corée du Sud soutenaient la dénucléarisation de la péninsule coréenne. La Chine a appelé à empêcher le développement de missiles nucléaires en République populaire démocratique de Corée. Monsieur Wang a ajouté que l'initiative de Séoul et de Washington de mettre en place un système de défense dans la péninsule ne permettait pas de garantir la paix et la stabilité dans la région. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que Séoul espérait que la Chine le soutiendrait dans une proposition de résolution contre Pyongyang. Il a conclu que la Corée du Sud aimerait continuer à communiquer avec la Chine sur la question de la TAD. La Corée du Sud a annoncé une série de mesures spécifiques afin d'aider les entreprises du pays affectées par la fermeture du parc industriel de Kaesong. La zone regroupant un complexe de plusieurs usines gérées conjointement par la Corée du Sud et son voisin du Nord était exploitée depuis plus de 10 ans avant sa fermeture décidée hier. Le gouvernement sud-coréen a déclaré qu'il allait étendre son plan de prêts avantageux à plus de 120 entreprises implantées dans le parc industriel. L'objectif affiché par les autorités en charge du dossier est de compenser près de 90% des pertes occasionnées par l'octroi de prêts à taux faibles. Le Nord a expulsé nos ressortissants sans leur laisser le temps d'emmener avec eux la production issue des usines de Kaesong. À cela s'ajoute le gel illégal des actifs de valeur. L'attitude du Nord est une fois de plus regrettable et nous insistons avec fermeté sur le fait que le Nord devra un jour rendre des comptes sur ce qu'il fait. Cette déclaration fait suite à l'annonce faite jeudi dernier par Séoul de rapatrier toutes les entreprises sud-coréennes de Kaesong en réponse aux récents essais nucléaires et au lancement de satellites menés par la RPDC. Pyongyang a réagi en annonçant dans la foulée la fermeture du parc industriel et l'expulsion de tous les travailleurs sud-coréens présents à l'intérieur du complexe. La décision porte un coup dur aux entreprises sud-coréennes dont la production est en partie implantée à Kaesong, mais l'effet sur l'économie du pays restait extrêmement limité. Les entreprises sud-coréennes de Kaesong ont néanmoins exhorté le gouvernement à revenir sur la fermeture du parc industriel frontalier. Ce fameux complexe industriel de Kaesong est une zone de coopération économique et industrielle entre la Corée du Sud et la République populaire démocratique de Corée. Après le début des opérations en 2005, son futur est devenu étroitement lié à l'évolution des relations bilatérales. La RBDC a décidé de réduire le nombre de Sud-Coréens dans le complexe après avoir tiré par erreur sur un touriste en provenance de la Corée du Sud en 2008. En mars 2009, lors d'exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis, la RBDC ferme à 3 reprises le complexe industriel. Ensuite, en mai 2010, après qu'un navire de la marine ait fait naufrage au large des côtes sud-coréennes, la Corée du Sud décide alors de réduire le nombre d'employés sud-coréens. À la suite du bombardement de Yongbyon en novembre 2010, la RBDC interdit aux Sud-Coréens de pénétrer le parc industriel. En 2013, le troisième essai nucléaire nord-coréen provoque la détérioration des relations intercoréennes et pousse la RBDC à fermer le complexe pendant 5 mois. La fermeture du complexe provoque la perte de quelques 900 millions de dollars. Ainsi, la Corée du Sud et la RBDC décident de ne fermer le complexe sous aucun prétexte. Science à présent. Des scientifiques ont déclaré hier jeudi avoir détecté l'existence d'ondes gravitationnelles, des ondes prévues par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein il y a 100 ans.
Les ondes gravitationnelles détectées ont été produites pendant la dernière fraction de seconde de la fusion de deux trous noirs pour produire un unique trou noir plus massif, ont déclaré les scientifiques à l'origine de cette découverte lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Washington, D.C. Les ondes gravitationnelles ont été détectées le 14 septembre 2015 à 5h51 EDT, 9h51 GMT, par les deux détecteurs jumeaux du Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, ou LIGO, situé à Livingston en Louisiane et à Hanford à Washington. En se basant sur les signaux observés, les scientifiques du LIGO ont estimé que les trous noirs qui ont fusionné faisaient environ 29 et 36 fois la masse du Soleil, et que cet événement s'est produit il y a 1,3 milliard d'années. Une masse d'environ 3 fois la masse du Soleil a été convertie en onde gravitationnelle en une fraction de seconde, avec un pic dans la production d'énergie équivalent à 50 fois l'ensemble de l'univers visible. Environnement à présent. La pollution de l'air est un problème qui hante depuis longtemps la capitale indienne. En 2014, selon une enquête réalisée par l'OMS dans plus de 1600 villes, New Delhi s'est classée parmi les villes les plus polluées, en partie parce qu'elle compte plus de 8,5 millions de véhicules en circulation. D'après le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, New Delhi a la pire concentration annuelle moyenne de particules fines au monde. Ces particules sont désignées sous le terme de PM2,5. Selon une étude effectuée par le Centre de contrôle de la pollution en Inde, près d'un cinquième des adultes et plus d'un quart des enfants souffrent de maladies respiratoires aiguës. Les rapports montrent qu'entre 10 000 et 30 000 habitants de New Delhi meurent de l'asthme, du cancer du poumon et de maladies cardiaques chaque année. Cette seconde partie d'édition est consacrée aux actualités chinoises et nous commençons à Taïwan où les opérations de secours se poursuivent 7 jours après le grave tremblement de terre qui a frappé l'île. Le bilan est désormais de 96 morts et 28 personnes sont toujours portées disparues. L'effondrement de la tour Weiguan de 17 étages située dans la ville de Tainan est l'incident le plus grave survenu après le séisme. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'île depuis hier jeudi ont sérieusement ralenti les opérations de recherche. Les équipes de secours présentes sur les lieux de la catastrophe ont rappelé que malgré les faibles chances de retrouver des survivants encore sous les décombres, les opérations de recherche allaient néanmoins se poursuivre. Un service commémoratif a été organisé en hommage aux victimes de la catastrophe. L'actuel dirigeant taïwanais Ma Ying-jeou et la récente gagnante des élections Tsai Ing-wen se sont tous les deux rendus sur place pour honorer la mémoire des victimes. En dépit des efforts frénétiques pour trouver davantage de survivants parmi les décombres suite au séisme de Tainan, de nombreuses familles ont été incapables de contenir leur frustration alors qu'elles attendent un signe de leurs proches. C'est une scène sans cesse rejouée. L'espoir qui surgit brièvement avant de s'estomper. Les machines lourdes font une pause pour laisser une équipe dévaler un tas de décombres de ce qui était le complexe du Dragon d'Or. Mais l'équipe n'en extrait que 2 corps inertes de plus. C'en est trop pour de nombreux parents des disparus, leur angoisse et leur frustration se manifestant après une note d'information donnée jeudi. Vous nous demandez d'espérer un miracle, mais pourquoi ne faites-vous pas plus de fouilles? Il y a 2 zones ensevelies. Pourquoi vous concentrez-vous tellement sur le bloc G et ne faites pas grand-chose sur le bloc A? Les officiels étaient bien en peine d'expliquer leur stratégie de recherche et ses limitations. Le bloc s'est effondré de ce côté, donc les murs sont maintenant devenus comme le sol à la base. Il est simplement trop dangereux d'amener là-bas l'équipement lourd maintenant. Tout d'abord, nous voulions creuser un tunnel dans le bloc enseveli, mais c'est simplement trop risqué parce qu'il y a trop de poids au-dessus. Pour expliquer davantage, les officiels ont alors amené les parents proches au cœur du site de la catastrophe. Entre-temps, les autorités continuent leur enquête sur les causes de l'effondrement du bâtiment, lorsque presque tous les autres bâtiments dans la ville sont restés intacts après le séisme. Elles cherchent des preuves de la mauvaise qualité du travail, des matériaux ou d'altérations effectuées et retiennent 3 cadres du promoteur immobilier aujourd'hui disparus. Les autorités ont choisi de maintenir au secret les cadres, ne leur permettant pas de communiquer entre eux ni avec des gens à l'extérieur. C'est, disent-elles, parce qu'ils ont fait des déclarations contradictoires et pourraient sinon s'entendre pour trafiquer les preuves. Élucider les causes de l'effondrement et amener les responsables devant la justice pourrait constituer une forme de réconfort pour les familles des victimes.
Les secouristes continuent donc les recherches à Tainan. Les sociétés d'assurance locales, aux côtés de compagnies de télécommunications et d'organisations humanitaires, ont débuté les opérations d'urgence afin de venir en aide à ceux qui ont directement subi le tremblement de terre. Les opérations humanitaires et de secours se poursuivent. Les sociétés d'assurance locales ont mis en place un système d'aide d'urgence qui offre une aide aux familles déplacées par le séisme. Les fonds d'urgence couvrent les dégâts occasionnés aux maisons et les traitements médicaux d'urgence pour les clients. Si un client est blessé ou tué, nous dédommagerons leur famille. Après l'effondrement d'une partie de l'immeuble Weiguan, les compagnies de téléphone ont mis en place des centres provisoires d'opération. Il est important d'installer un système basique afin que les liaisons de télécommunications reprennent leur cours normal. Nous offrons de l'aide à tous ceux qui sont sur le site des opérations de secours. Nous mettons à leur disposition des dispositifs de communication, y compris des chargeurs de téléphones portables ou des téléphones provisoires. Des volontaires sont aussi présents sur le site des opérations. Ils aident les autorités à gérer le trafic, à approvisionner les habitants qui souffrent, mais aussi à garder le site propre. Notre centre provisoire offre repas et boissons chauds, 24 heures sur 24. Nous proposons aussi des articles de toilette et autres. Nous offrons aussi nos services aux familles des victimes ainsi qu'au personnel médical et de secours. Les volontaires sont issus de milieux différents et comme les équipes de sauvetage, ils travaillent par équipe pour assurer que les centres des opérations restent ouverts au public 24 heures sur 24. C'est aujourd'hui le 5e jour de la nouvelle année lunaire chinoise, un jour traditionnellement marqué par le début de la première vague de retour de vacances. Cette journée s'annonce plutôt rude pour les voyageurs qui devront affronter la vague de froid et son lot de tempêtes et de vents glacials annoncés dans la plupart des régions du pays. L'Observatoire du climat dans la province du Hebei a lancé ce matin une alerte orange pour le nuage de pollution, entraînant au passage l'interdiction de circuler sur plusieurs autoroutes de la région. Pendant ce temps, la majeure partie de la province du Qinghai est depuis ce matin recouverte de neige. Les autorités locales ont lancé en urgence des alertes pour limiter le trafic sur les routes de la région. Un peu plus au sud, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, les énormes foules de voyageurs ont provoqué des queues interminables à l'entrée de la gare centrale provinciale de Guiyang. Les autorités locales ont par ailleurs indiqué que près de 6000 trajets ont déjà été effectués aujourd'hui. Notre série Redécouvrir l'Afrique nous emmène aujourd'hui au Kenya. Actuellement, seul un train et une route relient la ville de Mombasa à Nairobi. Mais un projet chinois va bientôt changer tout cela. C'est un reportage de Judan pour CCTV français. Je me trouve à la station de Voi. Ici, vous pouvez voir une ligne délabrée, héritée de la période coloniale britannique, reliant Mombasa et Nairobi. Les trains mettent plus de 12 heures pour parcourir les 450 km à travers de la savane qui sépare les deux principales villes kenyanes. À peu près 1 km de là où je me situe, une nouvelle ligne est en construction. Ce projet de nouvelle ligne ferroviaire entre Mombasa et Nairobi utilise toutes les techniques avancées chinoises. Je m'appelle Clémence, je vivais ici à Voi. Je travaillais dans une station d'essence au sud. Ce que je pense de la nouvelle ligne de chemin de fer, je pense qu'elle peut apporter des améliorations, notamment au niveau de la vitesse. Nous sommes impatients de voir cette nouvelle ligne. À côté de l'ancienne voie, une nouvelle ligne de chemin de fer est en cours de construction. Et cette fois, sa conception est chinoise. Agnès est une géomètre en charge des mesures, des calculs. Elle est l'une des seules femmes à travailler sur le terrain et son travail est essentiel au projet car il garantit la hauteur et les limites de la voie ferrée. Employée depuis un peu plus d'1 an, cette jeune Kenyane ne manque pas d'ambition. J'ai choisi ce travail car je veux changer l'image des femmes au Kenya. Les Kenyans vont penser que cet emploi est très difficile, mais pour moi c'est facile. Il m'oblige à travailler beaucoup, j'accumule beaucoup d'expérience avec ce travail. Sur un autre site de construction le long de la route, Zhang Zhaoyi, 45 ans, dirige avec un style propre ses employés.
Ce style unique ne l'empêche toutefois pas de communiquer efficacement avec ses collègues. J'ai commencé à travailler ici en mars. Je suis venu avec 4 membres de ma famille. Nous travaillons tous sur le projet. Au cours des 3 premiers mois, la langue a été un problème, l'anglais n'étant pas ma langue maternelle. Il nous a fallu du temps pour se comprendre les uns les autres. Mais désormais, la langue de travail que nous utilisons n'est plus un problème. Le pont sur lequel Jui et son équipe travaillent va élever les rails afin que le train puisse passer durant la saison des pluies quand la rivière gonfle. L'élévation des rails prend également en compte des animaux sauvages de la zone. Sur une terre où la faune règne, la question de l'adaptation de ces créatures à la modernisation est une priorité des constructeurs de la ligne. Zhang Chi est l'ingénieur responsable du pont de la rivière Tsavo. La hauteur de l'arche est variable et comprise entre 9,5 mètres et 31,5 mètres. Ceci afin de garantir que le passage du train ne porte pas atteinte à la faune. Le pont est fait de manière à permettre le passage des animaux sauvages en raison de son emplacement sur la rivière Tsavo. Pendant la saison des pluies, de nombreux animaux viennent ici. Cette conception est nécessaire pour les animaux. Certains animaux n'ont même pas pris la peine d'atteindre. En plus du pont, près de 600 points de passage sont dispersés le long de la route, que ce soit pour les animaux ou pour les pluies. Il s'agit de la première ligne internationale et du premier projet entièrement conçu selon les normes chinoises. La construction devrait permettre d'élever le PIB du Kenya d'1,5%. Elle va créer plus de 30 000 emplois au Kenya, techniciens qualifiés et ingénieurs inclus. Une fois complété, le coût logistique chutera de 40%, ce qui apportera au système de transport du Kenya des bénéfices énormes. Pour une tribu située non loin de là, le train offre l'occasion de voir plus du monde. Jacob est le chef de cette tribu Maasai qui vit à proximité de la ligne de chemin de fer. Le peuple chinois réalise un projet ici. Notre peuple va y travailler et cela nous a aidés pour l'eau. Car avant, nous n'avions pas d'eau près d'ici. Mais maintenant, notre peuple obtient de l'eau de ce site. Nous sommes donc très heureux que le train vienne ici. Le projet avance à grands pas. À l'avenir, la ligne de chemin de fer devrait être prolongée pour relier 5 autres pays d'Afrique de l'Est, ce qui permettra de stimuler le commerce régional. Le célèbre parolier chinois Yan Su est mort à l'âge de 86 ans. Il est surtout connu pour avoir écrit les paroles de la chanson d'une série phare des années 80, Les Pérégrinations vers l'Ouest. Durant sa longue carrière comme auteur dramatique et parolier de l'armée de libération chinoise, il a également écrit « Que j'aime le ciel bleu de ma mère patrie » et certains des plus grands classiques rouges. La chanson a fait en partie le succès de la série Pérégrinations vers l'Ouest. Osez demander sa route a été écrit par Yan Su, alors écrivain officiel du département politique des forces aériennes de Chine. Né à Baoding dans la province du Hebei en 1930, Yan rejoint les forces armées à l'âge de 23 ans. Pendant les 60 ans qui suivirent, il a écrit des chansons célèbres parmi lesquelles se retient « Eau d'eau, fleur de prunier »,« Fleur dans la brume »,« Que j'aime le ciel bleu de ma mère patrie » et « Grande, grande muraille ». Beaucoup sont salués comme des chefs-d'œuvre de classiques rouges, c'est-à-dire des chansons patriotiques inspirées par la littérature classique. Yan a remporté pour son œuvre de nombreux prix. Ces dernières années, Yan a travaillé pour la télévision, avec notamment la couverture des célébrations de la fête nationale, la longue marche et le retour de Hong Kong et Macao à la mère patrie. Yan a aussi participé au gala de la fête du printemps et à la compétition des jeunes chanteurs de CCTV.
En septembre dernier, Yan est tombé dans le coma après avoir travaillé sur le gala Victoire et paix qui marquait l'anniversaire des 70 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il est mort ce matin à 3h07 selon l'hôpital des forces de l'air de l'APL à l'âge de 86 ans. Écoutons la fameuse chanson « Oser demander sa route », le thème musical de la série Pérégrination vers l'Ouest, diffusée en Chine en 1986. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 1h30 pour une nouvelle édition. Excellent type de programme sur notre chaîne.